Bonjour, merci à vous d'être venus nous écouter pendant 1 heure autour du sujet Aimer mal manger. Je vais vous présenter tout de suite les participantes et les participants avec Lucille Marty. Vous êtes chercheuse en sciences du comportement et en nutrition. Vous travaillez à Dijon au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Vous avez fait des expérimentations en cantine scolaire ainsi qu'en restaurant universitaire. Ce sera un petit peu la caution science. Exactement. Juste à côté, Katie Stewart. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes autrice, polyclinicienne, vous avez écrit de nombreux... Oui, vous êtes polyclinicienne aujourd'hui. Vous avez écrit de nombreuses nouvelles, des romans, essais. Vous êtes dans le fantastique et la science-fiction. Il y a notamment un essai qui me paraît salvateur et important, c'est le futur au pluriel, réparer la science-fiction chez Inframonde. Pour la table qui nous intéresse ici, vous avez écrit plusieurs choses, mais il y a notamment Foodistan chez Argile. Gabriel Leflemme, vous êtes docteur en sciences, vous serez la caution fiction. Mais tout le monde pourra aller vers la science et tout le monde pourra aller vers on pourra mélanger tout ça. Gabriel Leflemme, vous êtes docteur en sciences des aliments. Vous avez transformé des insectes en steak et vous avez fait de l'impression 3D pour cuisiner. On en parlera peut-être et on va parler d'aimer mal manger. J'aimerais pour commencer qu'on pose les bases de la discussion. Mal manger, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut comme peut-être Lucille, allez-y. Je commence. Bon. Alors, mal manger, déjà, dans le langage commun, quand on dit j'ai mal mangé ce midi ou j'ai mal mangé, ça veut dire qu'on n'a pas pris beaucoup de plaisir en fait à manger, quoi. Je pense que c'est le sens commun, le premier en fait qu'on a à ce terme-là. Ensuite, mal manger, c'est ce qui vient à l'esprit aussi, c'est le fait de manger quelque chose qui n'est pas nutritionnellement bon ou adéquat, donc qui ne va pas dans le sens du respect des recommandations nutritionnelles. Et enfin, je pense que la troisième acceptation du terme, ça peut être mal manger au sens social et politique, c'est-à-dire manger dans un sens qui n'est pas acceptable. Je mange trop vite ou je grignote beaucoup, ou alors je mange des produits qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc finalement, si on résume, mal manger, c'est peut-être manger quelque chose qui ne nous fait pas vraiment plaisir, qui ne nous fait pas vraiment du bien et qui n'a pas vraiment de sens. Donc pas forcément quelque chose sur laquelle on veut aller. Katie, vous voulez rajouter quelque chose à ce mal manger? Alors, le mal manger, si je me réfère déjà à mon expérience personnelle, c'est tout est potentiellement mal mangé puisque j'ai grandi dans une secte. Alors, ce n'est pas officiellement une secte. J'étais chez les adventistes du 7e jour et nous respections les interdits juifs. Donc, on scrutait la nourriture en permanence parce qu'il y avait potentiellement des aliments impurs, graisse animale, on savait que ça voulait dire que c'était du porc. Et donc, avec mes frères, on lisait tous les emballages de gâteaux. Enfin, donc, mal manger, c'était le truc le plus facile. Bien manger, c'était scruter en permanence, essayer de faire honneur à ce corps qui ne nous appartient pas et qui est le temple du Saint-Esprit. J'ai encore les formules. Ça commence fort. Gabriel. Et bah moi, je suis pas du tout un expert des représentations du bien et du mal, mais mal manger, c'est une question épineuse. Si on demande à tous mes collègues dans mon laboratoire en sciences des aliments, donc on a tous sensiblement le même background, qu'est-ce que c'est? On aura tous une réponse relativement différente avec des points d'acquaintance. Et pour moi, mal manger, si on prend du recul sur la question, c'est avant tout pas manger. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui, ça peut sembler fou, pas manger, c'est un tiers de la population qui est en insécurité alimentaire. Et en même temps, c'est contre-intuitif parce qu'on sait que par jour, on jette 1 milliard de repas. Donc on a cette problématique de maximiser les bioressources et la gestion, diminuer les pertes et les gaspillages. On a été assez loin et on a été assez large. Est-ce qu'on peut il y a eu un mot, il y a eu plaisir, et très souvent, il me semble quand même que ce qui fait plaisir, j'ai failli apporter des haribots. Je suis plutôt salée, moi. Alors, en salé, qu'est-ce que j'aurais pu apporter? Des frites. Des frites, des chips, des frites et un triple burger. Un kebab. J'ai l'impression que mal manger, on va quand même sur une notion de plaisir, et le plaisir, c'est mal manger. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi?
Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que le gras, pourquoi est-ce que le sucre, c'est ce qu'on aime manger, non? Oui. Je commence. Oui, Oui. allez-y. Alors, on aime manger, en effet, Lucille. le gras et le sucre. Et c'est même les seules choses qu'on aime manger de manière innée. Et pourquoi on aime de manière innée le gras et le sucré? Parce que le gras et le sucré, ce sont les marqueurs sensoriels de la densité énergétique des aliments. Donc, en fait, on est programmé, notre plaisir alimentaire est programmé vers ces aliments-là, parce que ce sont les aliments qui vont garantir notre survie en nous permettant de manger assez pour subvenir à nos besoins. Et l'autre chose qui est innée, c'est le rejet de l'amertume. Alors pourquoi on rejette l'amertume de manière innée? Eh bien parce que évolutivement parlant, l'amer c'est lié à ce qui va être du poison, des plantes dont on doit se méfier. Donc finalement, les petits humains, ils ont ces attraits et ces rejets innés qui leur permettent de garantir leur survie. Et aujourd'hui, finalement, c'est plutôt associé au mal manger que de manger du gras et du sucre, alors que évolutivement parlant, bien, ce mal manger-là, c'était le bien manger, ce pourquoi on a été programmé initialement. Katie, ce mal manger vers le sucre et vers le gras. Alors moi, je ne travaille pas tellement sur ce système-là. Par contre, ce que j'ai aimé faire en travaillant sur Food Distance, c'est regarder ce qui est produit en masse en termes d'alimentation, ce qu'il peut y avoir comme contradiction entre ce qui est produit et ce qui est prôné. Tous les discours sur ne pas manger gras, sucré, salé. Alors pourquoi est-ce qu'on produit ça alors qu'on dit qu'il ne faut pas? Enfin voilà, ça c'est vraiment ça qui m'intéressait sur la question des discours, la question des récits qu'on va créer autour de oui, manger de la viande quand on est un vrai mec, c'est refaire son muscle et devenir ceci ou cela. Enfin voilà, tous les récits qu'il y a autour de la nourriture et toute cette conception de on est ce qu'on mange de manière un peu automatique. Tout ce qu'on va rentrer à l'intérieur, ça va devenir nous. Si je mange de la laitue, peut-être je deviens une laitue. Ou un lapin. Un lapin. En tout cas, voilà, quelque chose qui est, je trouve ça ressemble au conte, au mythe. On va manger son ennemi et on va devenir son ennemi. On va prendre la force de quelque chose. Une manière de raconter l'alimentation qui est, que je trouve assez fascinante. On va aspirer l'essence de ce qu'on mange et ajouter quelques petites histoires, touiller ça et faire une forme de magie qui n'est pas toujours observable, mais qui est suffisamment forte pour qu'on y croie et qu'on continue à se raconter ces choses-là. Gabriel, vous l'avez dit, mal manger, c'est plutôt ne pas manger. Donc là, on va plutôt aller vers la recherche du gras et du sucré. Mais dans les insectes, là, il y a du gras et du sucré? Totalement. Ça dépend des types d'insectes, mais il y a des proportions de très bons gras d'ailleurs dans les insectes sur lesquels j'ai étudié. Et il y a des protéines aussi. Vous avez quelques noms d'insectes qu'on peut manger? Ouais, carrément. Il y a ceux qui sont autorisés en France. Il y a le ténébrion meunier, plus connu sous le nom de ver de farine. Il y a les sauterelles, les criquets. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Si vous voulez autorisés, on peut les commercialiser. Ils sont autorisés à la vente. On peut les vendre. Et ça, ce ne sera pas mal mangé puisque c'est du bon gras, vous l'avez dit. C'est une autre question, mais nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le gras de ces insectes. Donc je ne peux pas vous répondre oui tout à fait. Vous avez parlé d'autre chose. Il y a eu la notion de contrôle social qui est rentrée dans ce que vous disiez là. Il y a eu le côté industrialisation et contrôle. Qu'est-ce que vous évoque toujours dans ce mal manger ou ce manger tout court, cette espèce de contrôle social qu'on peut avoir? Alors, un contrôle pour l'industrie. Nestlé fait sa publicité en disant bah oui, mais il y a beaucoup moins de maladies. Nous, on contrôle absolument tous nos aliments et quand ils sortent, eh ben, on éradique un nombre de maladies incroyables. C'est très très contrôlé, c'est industrialisé, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette industrialisation et ce contrôle? Parce que c'est aussi l'industrie qui nous vend des sneakers, par exemple. J'ai pris sneakers au hasard, que ce soit sneakers Mars ou Lucille ou Guillaume ou Katie. On recommence. Ah non, on va changer le sens de table. On commence ici et on repartira dans le sens. Préparez-vous, Katie. Vous serez la seconde, la deuxième, puisqu'il y aura une troisième. Moi, l'industrialisation, ça m'évoque plein de choses parce que, en fait, on travaille beaucoup à l'échelle industrielle. Pour moi, l'industrialisation, c'est une question d'échelle. Donc déjà,
quand est-ce qu'elle a commencé l'industrialisation pour nous en France? C'est après la Seconde Guerre mondiale. On a eu les investissements du plan Marshall et on a suivi le modèle américain sur l'agriculture. On a découvert aussi le chou. Mettez toujours votre micro devant vous, Gabriel. J'ai Oui, pardon. l'impression que ça... Là, c'est bon? Oui. Ok. Donc oui, on a suivi leur modèle, on a découvert le chewing-gum, le Coca-Cola, voilà. Et on a aussi suivi leur modèle agriculture, donc des plus grands terrains, moins de haies, beaucoup de machines. Et en fait, sur le moment présent, ça a quand même permis d'éviter la famine. Et là, maintenant, actuellement, ce modèle, il est clairement critiquable sur plein d'aspects. Et on essaye de tendre vers des modèles plus locaux et de penser aussi à toutes ces problématiques, comment la recherche elle peut y répondre, avec des analyses multicritères. Et donc, nous, par exemple, à une échelle plus locale, on s'intéresse aux coproduits. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les coproduits. Non. Les coproduits, en gros, c'est des déchets auxquels on va leur donner une nouvelle destinée. Donc, au lieu d'aller à la poubelle, on va dire on va les réutiliser. C'est pas tout à fait du recyclage. Par exemple, en Pays de la Loire, ce qu'on produit le plus, c'est des pommes, en termes de fruits. Ok. Et les pommes, on peut faire plein de choses avec. Imaginons. Le cidre. Excellente idée. Oui, du cidre. Voilà, moi je suis normand-breton. Oui, Le moi cidre, je ça suis me va très bien. normand-breton aussi, moitié-moitié, donc du cidre. Let's go. Tout le monde sera d'accord. Ouais, du cidre. Et le cidre, qu'est-ce que c'est? Pardon? On récupère les pommes, on va les broyer, les presser et fermenter, embouteiller. Donc en soi, on peut faire ça aussi chez soi, quoi. On va sur le Loteg Lab, tuto faire du cidre, on passe une super après-midi. Mais la plupart du temps, c'est fait à l'échelle industrielle parce qu'il faut beaucoup de pommes. Voilà. À la fin, on va avoir ce qu'on appelle du marc de pomme. Okay, donc ce qui reste, ce marc de pomme-là, la plupart du temps, on va le jeter, peut-être l'épandre ou le donner aux animaux. Mais en fait, sur l'échelle de la valorisation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de nous le redonner à nous pour pouvoir le consommer. Et ça, les structures industrielles, elles permettent de faire ça, d'avoir un contrôle sur toute la chaîne de production. C'est là où on revient aussi à la notion de contrôle et de permettre de valoriser vraiment tout le produit. Voilà. Et non, si juste je voulais dire un truc, si on prend encore l'exemple de la pomme, donc à la fin il reste le marc de pomme. On peut faire des tartes aux pommes. On peut faire des tartes aux pommes et on peut faire des confitures, on peut faire plein de choses. Et en gros, souvent, ce qu'on utilise, c'est des procédés pour améliorer l'aspect final du coproduit qu'on va avoir. Par exemple, le marc de pomme, c'est pas hyper appétissant de base. Enfin, je sais pas si vous voyez. Oui, c'est cette espèce de pâte. Enfin, c'est pas pâteux, mais c'est Bouilli, on peut bouilli, dire. oui. Bouilli. Et en fait, nous, par exemple, on fait de l'impression 3D alimentaire. Ça nous permet, en fait, dans le marc de pomme, il va y avoir de la pectine, c'est un gélifiant, et ça nous permet de faire des encres qui après permettent de faire différents produits qui pourraient être bien plus acceptables de par la forme qu'on va leur donner que le marc de pomme initial. On est plutôt, dans ce que vous venez de dire, sur un contrôle plutôt bienfaisant, puisqu'on va récupérer des matériaux, on va recycler. On verra peut-être après, on va laisser Katie, puis on verra peut-être après sur le contrôle qui peut être aussi malfaisant. Totalement. Katie. J'ai choisi de lire quelque chose qui est déjà écrit. C'est votre choix, c'est votre livre. Oui, c'est mon livre. C'est le vôtre aussi, si vous voulez. Donc l'idée, c'est qu'on regarde ce qui se passe avec l'alimentation, mais depuis un futur et depuis le regard de Maëlle. Maëlle qui vit dans une société dans laquelle sa place et la place de chaque personne dépendent du régime alimentaire. Donc elle est tout à fait intriguée par ce que nous faisions dans son passé. La grande faim a été l'occasion de repenser les principes de production alimentaire et de saisir l'ampleur du gaspillage en vigueur dans les pays considérés comme les plus évolués. Quand on se penche sur les archives qui montrent la vie quotidienne des habitants de ce qui est devenu le Foodistan, c'est l'étonnement qui domine face à l'absurdité des choix et des situations. Les inégalités de moyens entre les mieux nourris et les autres étaient vertigineuses, inconcevables ici et insensées en regard de leur espérance de vie comparable à la nôtre. Quel intérêt de posséder de quoi nourrir sa vanille entière pendant 30 siècles ? Parmi les critères de distinction, le genre insatial, par exemple, prenait une importance irrationnelle. Je fais des efforts chaque fois que j'y pense pour ne pas juger. J'essaie d'imaginer ce que ça faisait de vivre avec de telles évidences et je me demande quelle aurait été la réaction de ces personnes
si elle voyait notre organisation fondée sur l'alimentation. Elle s'en étonnerait probablement. Toujours est-il que même s'agissant de se nourrir, ils avaient des habitudes qui, à nos yeux, tiennent clairement de la barbarie. L'élevage d'animaux pour l'alimentation, leur exécution était considérée comme acceptable par beaucoup, y compris par celles qui vivaient avec d'autres animaux, désignés arbitrairement comme non comestibles. La consommation de la chair animale était, bien que sans nécessité vitale, fortement encouragée et davantage chez les personnes de genre mâle. Puis, plus les animaux étaient gros, plus leur viande était censée à la fois manifester et procurer virilité et pouvoir. Au carnage ainsi perpétré s'ajoutait un régime de violence contre les personnes perçues comme femelles ou non conformes aux standards de la virilité, ainsi qu'envers les enfants, y compris dans la sphère domestique. Alors il fallait du bétail à sacrifier, beaucoup, et les conditions de production de la viande s'étaient peu à peu affranchies des quelques règles que s'étaient données la satiété carnivore industrielle. Si l'invisibilité relative des mises à mort était préservée, permettant aux consommateurs de limiter la conscience du sang sur leurs mains, le secret favorisait les expérimentations les plus douteuses. C'est ainsi qu'un certain nombre de scandales avaient éclaté dans l'industrie alimentaire de masse. Des friandises, du lait infantile, des pizzas contaminées par des bactéries virulentes, voire mortelles pour les plus jeunes, avaient été la cause de fermeture de quelques-unes des usines qui les fabriquaient, sans que la décision de produire de tels aliments de cette façon ne soit questionnée. Je m'arrête là. Le contrôle est moins cool. L'industrialisation et le contrôle est moins cool dans ce que vous venez de lire. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce procédé-là d'écriture et de réflexion, c'est sortir moi-même de ce fonctionnement qui est le mien. C'est-à-dire que je vais au même supermarché que tout le monde, et la science-fiction nous permet aussi de faire un pas de côté et de regarder à partir de rien, si je devais reconstruire ce système-là tel qu'il fonctionne aujourd'hui, en accéléré, donc sans les différentes couches de on accepte ceci, puis on accepte cela, puis on accepte, et tout devient évidence. Je trouve ça intéressant en fait de partir d'une méconnaissance de ce qui se passe et d'essayer de regarder d'un œil extérieur, un peu dissocié, et voilà, d'essayer de voir la logique et de voir ce qu'il peut y avoir d'absurde. Après, l'absurdité, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut bannir. On est incohérent, on est imparfait, on n'est pas totalement rationnel. Mais voilà, des moments, ça va un petit peu loin quand même. Lucille. Oui, ce que m'évoque l'extrait que vient de lire Katie, c'est on a rajouté une couche là au mal manger en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur le mal manger, non-respect des recommandations nutritionnelles, mais on est sur le mal manger qui est de l'ordre de qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans une société donnée de manger ou de ne pas manger. Et en fonction des sociétés, mais même à l'heure actuelle, au travers le monde, on voit que les régimes alimentaires sont très diversifiés et que les gens apprécient une diversité de régimes alimentaires. Donc ça veut aussi dire que ce qui est acceptable de manger dans une société, ça va être lié, et ce qui n'est pas acceptable aussi, lié à du plaisir ou à du déplaisir. Donc là, on voit bien que outre le plaisir pour le gras et le sucré qui est inné, il y a tout un plaisir qui se construit et qui se construit via les environnements alimentaires auxquels on est exposé par différents mécanismes. La familiarité, c'est un premier mécanisme. Plus on est exposé à tel ou tel aliment, plus on va prendre du plaisir à le manger. Voilà. Vous voulez dire qu'avec des brocolis, par exemple? Oui. Moi, j'adore ça. Oui. Oui. Tout à fait. Mais ça, on est tous différents. Mais l'exposition répétée au brocoli va faire que on va développer un goût pour le brocoli. Ah oui, forcément, puisqu'on va l'explorer. Oui. Exactement. Oui. En fait, ce qui se passe, et c'est surtout, ça se fait dans l'enfance, donc c'est peut-être trop tard pour toi. Je sais pas. Faudrait voir. On peut essayer, on peut tenter des choses, mais ça marche d'autant mieux Avec si du c'est fromage fait petit. beaucoup. Oui, mais figure-toi que c'est une des stratégies. Une des stratégies, c'est ce qu'on appelle l'association flaveur-nutriment. C'est-à-dire, c'est le fait de combiner un aliment qu'on n'a pas très envie de manger. Pourquoi on n'a pas très envie de manger un brocoli quand on est enfant? Parce qu'il n'y a pas de calories. C'est vert, ça ressemble à une plante. On se méfie des plantes quand on est enfant parce que ça peut être vénéneux. Et en plus, ça peut avoir un petit goût amer. Donc, on a toutes les bonnes raisons, en fait, enfant, de ne pas aimer un brocoli. Et donc, pour faire aimer un brocoli à un enfant, on peut très bien l'associer à un peu de fromage, à un peu de béchamel, au début, pour qu'il y ait un conditionnement qui s'opère. Et ensuite, petit à petit, on enlève le fromage et la béchamel
et on finit Comme le par poison, apprécier le on brocoli. habitue là. Exactement. Mais oui, ça s'appelle la sécurité apprise. Donc on goûte une première fois, pas beaucoup, on voit qu'on tombe pas malade, et du coup la deuxième fois on sera peut-être un peu plus téméraire, et on mangera 2 bouchées de brocoli. Puis la troisième fois, en fait, dans la littérature scientifique, on considère qu'il faut aller jusqu'à 8 expositions répétées chez les petits pour qu'un aliment qui est initialement peu apprécié rattrape en termes de niveau de consommation un aliment qui l'est déjà. Mais donc ça, on voit bien que cette exposition répétée, elle dépend vraiment du contexte. Aujourd'hui, on est dans une société où typiquement, comme tu le disais, la viande, elle prend beaucoup de place. Depuis très jeune, on est habitué à manger de la viande et à ce que ce soit valorisé. Le plat de viande, le poulet rôti du dimanche, il y a toute une histoire qui est racontée autour de ce produit-là et qui fait que c'est acceptable, voire même encouragé dans nos sociétés. On pourrait très bien envisager, comme c'est le cas au Foodistan, de raconter de nouvelles histoires sur les différents aliments. Et dans ce cas-là, notre plaisir qu'on prendrait à consommer cet aliment-là, il serait complètement entaché et complètement diminué. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'on ressent et ce qu'on raconte. Il y a des études en IRM, notamment sur le prix du vin, qui montrent qu'un même vin qui est présenté à différents prix à différents prix PRIX, à différents prix dans l'IRM, et qui sont consommés, c'est le même vin, mais la zone du circuit de la récompense est plus activée quand on pense consommer un vin plus cher. Donc on voit bien que c'est pas que sensoriellement le plaisir, oui. il y a une construction derrière. Sociale Voilà, très forte. exactement. Du coup. Je vous ai coupé, Gabriel, tout à l'heure. Vous vouliez rajouter quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez rajouter? Non, mais j'ai eu envie de Oui, rebondir sur ça. avec grand plaisir. En fait, l'exposition mère, donc le phénomène d'exposer un aliment qui peut être refusé au début plusieurs fois jusqu'à acceptation, ça me fait penser aussi au processus de nourriture industrielle, où en fait, on vient transformer les aliments. Donc ça peut faire peur, et à raison, parce qu'il y a des aliments qui n'ont vraiment aucun sens pour leur finalité, qui est juste de vendre un produit. Mais il y a aussi toute cette phase où on va faire des aliments transitoires pour progressivement changer, avoir une transition alimentaire, une transition protéique. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec les analogues de viande. Les analogues de viande. Ou là, comme j'en parlais avec le gaspillage, tout ce qui est coproduit. C'est-à-dire que la pomme moche sur l'étalage qui va pas être prise, en fait, elle mérite d'être prise. Oui, le goût est le même dans une pomme moche. Tout à fait. Oui. Il peut y avoir des altérations du sauf si on a vu 10 000, sauf si la pomme de Blanche-Neige est toujours la poche. Si on se souvient de l'histoire, on va pas... Oui, forcément, on n'a pas envie de prendre la pomme moche. Oui. Ouais. Mais en termes de nutrition, on est sur les mêmes qualités, voire mieux. On s'est aventuré un petit peu là dans le contrôle. Le temps passe très vite et on gardera 15-20 minutes de questions au public. Donc il faut vraiment qu'on surveille et qu'on leur donne la parole parce que là, ils ne peuvent pas se manifester, on ne les voit pas. Il fait noir, il fait nuit noire. Au fil du temps, est-ce qu'on mange de mieux en mieux ou de plus en plus mal par rapport, la question est vaste, par rapport à l'histoire de l'humanité? Alors on a vu, ça va être complexe parce qu'il y a à la fois, il faut qu'on mange pour vivre, sinon on meurt. Mais est-ce que la femme préhistorique mangeait mieux que la femme ou l'homme au Moyen-Âge? Est-ce que l'industrie on le sait, rajoute du sucre, du sel, etc. Parce que dans Foodistan, ils mangent plutôt bien. Enfin, en tout cas, les recettes, ils mangent plutôt bien. Parce que le Foodistan, c'est un petit peu le futur quand même. On y viendra après. C'est le futur, mais j'y connais rien, moi, au futur. Et au passé non plus, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous l'ai dit, c'était vaste et compliqué. Allez dans la fiction. Ce que je fais, effectivement, c'est de la fiction. Et j'ai pris le parti de faire ce qu'on fait en post-apocalyptique. C'est-à-dire, on raye tout, on efface tout et on recommence à partir de quelque chose. Comme c'est raconté par un personnage, c'est fort pratique parce qu'elle ne sait pas tout. Donc elle raconte ce qu'elle peut. Elle ne sait pas tout, mais elle peut aller partout parce qu'elle est serrurière. Oui, c'est ça. Donc elle sait plus que la plupart des gens, mais sur le présent. Pour le passé, il faut qu'elle cherche dans les archives. C'est compliqué les archives parce qu'on ne sait pas si les gens disaient vraiment ce qu'il fallait dire, s'ils inventaient des histoires. On ne sait pas le statut des histoires qu'on lit. Et en tout cas, elle a l'impression que c'était incompréhensible ce qui se passait avant. Bon, son avant, c'est notre maintenant. Et elle voit bien qu'il y a des problèmes dans la manière dont sont gérées les ressources, dans la manière dont sont nourries les personnes, dans les inégalités.
Et elle a cet aveuglement qu'on peut avoir, nous, sur notre société, où elle ne voit pas non plus que les différentes couches de sa société existent et recréent de l'inégalité. En gros, on a tout en bas le relief, les gens qui mangent un peu ce qu'ils peuvent. Entre les deux, il y a plein de régimes différents qu'on appelle la Macédoine. Et puis, au-dessus, il y a le gratin, ceux qui prennent tout le fromage et qui se l'adorent. Laisse les brocolis. Voilà. Et il y a le hors-d'œuvre, donc les plus riches qui sont partis dès le début de la crise, la fameuse crise qui a donné la fin du monde FIM. Donc ceux-là, ils sont plus totalement dedans et c'est peut-être ceux dans l'histoire qui nous ressemblent le plus, quoique. Voilà. Et donc l'histoire pour elle, de son point de vue, c'est un peu incompréhensible comment mangeaient les gens parce qu'elle n'arrive pas à concevoir une société qui se raconte d'autres histoires que des histoires de nourriture, en fait. Lucille. Oui, alors c'est vrai que c'est une question complexe parce que on la regarde forcément du prisme de notre définition à nous de ce que c'est bien ou mal manger. Or, l'humain, il a une chance formidable, c'est qu'il est omnivore. Donc, c'est pas omnivore, ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout forcément, mais qu'on peut manger de tout. Et en fonction de ce qui est disponible dans notre environnement, voilà, il y a des gens qui survivent très bien dans des univers de désert assez arides et des autres humains qui survivent aussi très bien en Alaska, en fait. Donc on voit bien que on peut s'adapter et nos métabolismes peuvent s'adapter à une quantité infinie de diètes et d'aliments. Et ça, c'est vraiment notre force en tant qu'espèce, quoi, de pouvoir vraiment s'adapter à différents biotopes. Et il y a vraiment une co-adaptation qui s'opère. La chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un environnement alimentaire qui a évolué de manière très rapide, avec une surdisponibilité d'aliments qu'on aime manger, qu'on aime mal manger, donc des aliments très gras, très sucrés, très salés. Et pour le coup, c'est compliqué de réprimer en fait cette envie de manger ces aliments-là, quand en plus du gras et du sucre, on a toute une tout le marketing aussi qui va derrière ces produits et qui raconte justement des histoires, quoi. Donc c'est assez unique et assez inédit cette surabondance quand même dans les sociétés, il faut quand même le dire. Et ça, voilà, oui, voilà, société occidentale, évidemment, voilà, évidemment. Et ça fait aussi reposer sur l'individu une certaine forme de culpabilité et de libre arbitre, de pseudo-liberté qu'il doit exercer pour choisir quoi manger. Alors que quand on est dans un environnement alimentaire assez restreint, en fait, on mange ce qu'il y a, et puis sur le temps long, on arrive comme ça à s'adapter à ce qui est disponible. Donc finalement, ce qui a beaucoup changé, c'est que dans les sociétés occidentales, le mal manger ou le bien manger, c'est comme on a beaucoup de choix, c'est presque devenu une histoire individuelle. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire penser. Oui, Cathy. Oui, en fait, j'écoutais, je pensais à la question de la restriction alimentaire. Justement, on arrive même à cette possibilité de dire oui, mais moi, je vais manger moins de calories parce que, alors, c'est pas aussi libre que ça puisqu'il s'agit d'injonctions généralement beaucoup sur le corps des femmes. Et donc, je pensais à un autre titre de la collection Récif et Argile, donc Restart de Katia Lanero Zamora, donc qui a été primé hier soir et qui est un livre assez que je trouve complémentaire. On est tombé d'accord sur le fait que les deux nôtres étaient complémentaires, la question de l'alimentation, mais aussi la question de la restriction et comment on fait pour allier le plaisir et faire avec l'injonction de rentrer dans une norme qui n'est pas du tout prévue pour tout le monde. En tant que femme, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, comment on se contrôle, comment collectivement on peut se contrôler en faisant des pratiques de groupe. Donc elle, ce qu'elle raconte, c'est vraiment une organisation presque sectaire, mais inspirée très fortement de choses qui existent, de pratiques qui existent et qui peuvent paraître aberrantes aussi. C'est comment on se retrouve avec une abondance de nourriture, du gaspillage, à plus savoir quoi en faire, et des personnes dont l'objectif c'est de manger le moins possible, alors que d'autres aimeraient bien de manger le plus possible. C'est ça, et on leur vend de manger plus. Et quand on regarde de près, mais ça je l'évoque aussi dans Foodistan, certaines marques vendent Weight Watchers et juste à côté le même produit
avec des portions un tout petit peu plus grosses, à peine, pour aliments préparés pour tout le monde. Et c'est exactement la même chose, juste on met un petit logo dessus, on enlève, comme ça fait des économies, et vous avez le sentiment de manger sain parce que vous mangez le même produit bourré de sucre et de gras, vendu par une marque qui vous veut du bien. C'est un peu, voilà. Je me mets dans la tête de Maëlle, qui m'a l'air plus confortable par moment, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que la société fait dans ce que vous dites? Parce On que en fait c'est pas partie. que nous, là. On en fait partie. On a quand même un champ de force qui nous dit... vous avez dit un mot aussi qui me paraît intéressant, vous avez parlé de culpabilité. On culpabilise énormément suivant ce qu'on mange et suivant notre corps, et on le relie systématiquement à la nourriture. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas spécialiste mais... Non, mais je voulais juste revenir sur ce qui avait été dit par Bon. rapport... Pardon. Je vais vous donner un truc. Mettez-le Coller comme ça. Alors, collez comme ça. Ouais. Allez-y. Et maintenant, on ne bouge plus, on reste comme ça. Ok, ouais. Comme une On parle barbichette comme ça. un peu, ouais. Comme une barbichette, et vous pouvez bouger sans aucun problème. Vous avez le... Merci. Je vous en prie. Oui, c'est mieux. Non, je voulais juste dire... mais là, c'est pas un peu trop quand même? Ok. Il faut mieux qu'on vous entende plutôt Oui, c'est vrai. que vous entendre que de temps en temps. Excusez-moi. Et donc oui, je voulais revenir sur ce concept de nourriture qu'on a dans Foodistan, où tout le monde a vraiment un régime spécifique, où on a des injonctions qui sont contradictoires. En gros, moi je travaille beaucoup sur la personnalisation de la nourriture. Donc par exemple, en fonction des différents publics qu'on va avoir, il va y avoir des choses qui vont être plus ou moins importantes. Par exemple, pour les personnes âgées, elles ont différents problèmes liés à l'alimentation. Il y a la dénutrition, la masticabilité, pardon, le fait de mâcher. Et en fait, en fonction de comment on va réussir à transformer des produits, on peut améliorer leur expérience. Après, évidemment, c'est comme tout, quoi. C'est un outil, et en fonction de qui l'utilise et de quelles sont ses intentions, ça peut être bien ou mal. C'est là aussi le concept de bien et mal manger, c'est qui le fait. Et en fait, qui le fait, c'est la question de à qui on laisse la gouvernance. Par exemple, nous, notre projet de recherche, c'est un projet de sciences et recherche participative. Donc en gros, on fait venir des personnes de la société civile pour qu'ils nous parlent de leur cahier des charges, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de nourriture, comment on doit gérer les stocks, le conditionnement, la conservation. Et ces facteurs-là, on les prend en compte, c'est leur réalité et c'est vraiment l'expérience utilisateur qu'on doit combler, tout en prenant en compte aussi l'analyse multicritère environnementale, ce qui fait que c'est pas facile du tout. Et on essaye de faire des produits qui répondent à leurs demandes et qui sont co-construits avec eux en fait. Donc ça, c'est sûr que si on a une démarche qui vient plutôt d'en bas à plusieurs que quelque chose de très descendant, on arrive à des produits qui sont plus représentatifs de la société. On a dit société plein de fois, et du coup j'ai envie de revenir sur un aspect qu'on a effleuré à chaque fois sur être ensemble et manger. On a parlé de contrôle social, on a parlé de normes sociales, mais on n'a pas parlé du plaisir d'être ensemble à partager un plat. Et c'est la mention de personnes âgées qui m'y a fait penser, figurez-vous. Parce que je travaille donc avec des personnes âgées dépressives et je leur propose un dispositif d'autobiographie avec plusieurs thèmes. Et le thème numéro 6, c'est la nourriture. Et c'est le thème avec lequel le groupe va se construire de manière très forte. Les premiers thèmes, donc on parle d'argent, on parle de travail, etc. On va avoir quelque chose d'un vécu individuel qui va être évoqué, on va un peu comparer les vécus des uns des autres. À partir du moment où on est sur le thème de la nourriture, c'est le thème où tout le monde a quelque chose à dire, que ça soit en bien ou en mal. J'ai aussi eu des patientes anorexiques qui parlaient de leur rapport à la nourriture. C'est un tout petit peu moins festif, mais c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Réussir à dire moi je n'arrive à manger que quand je me sens vraiment bien avec des gens autour de moi, ou j'ai arrêté de manger parce que ma famille était infecte et qu'on partageait des repas. Enfin voilà, il y a quelque chose aussi du lien social qui va se faire là. Parler la bouche pleine ou pas, être ensemble, partager des longues heures. En tout cas, c'est très franco-français. Et cet aspect-là, il me semble à prendre en compte dans la question de bien ou de mal manger aussi.
je rebondis directement du coup sur ce que tu viens de dire. Cette dimension commensale de l'alimentation, c'est en fait la troisième dimension du plaisir alimentaire. On a évoqué le plaisir sensoriel avec l'exposition répétée au brocoli, donc les histoires qu'on peut raconter sur les produits avec le marketing ou voilà, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et la troisième dimension, c'est ça, c'est le fait de prendre de prendre des repas ensemble. Dans l'enfance, c'est vraiment là qu'on apprend ce qui est comestible et ce qui l'est pas. C'est par mimétisme qu'on l'apprend aussi. On sait qu'un contexte social positif, ça encourage la consommation, ne serait-ce que du biberon en fait. Chez un enfant, il va plus consommer lorsqu'il reçoit des signaux positifs de la part de la personne qui le nourrit. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments sociaux que sont les repas pris ensemble, en famille ou entre collègues d'ailleurs, enfin n'importe quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui construit notre culture alimentaire. Voilà, le fait de manger ensemble. Et d'ailleurs, dans certains pays qui perdent petit à petit cette habitude de consommer ensemble, il y a des programmes de santé publique qui essayent de refavoriser les repas familiaux. Parce que c'est vraiment connu pour être un endroit où on prend plus le temps autour de l'alimentation. Et quand on prend plus le temps, souvent, on mange plus varié, les repas durent plus longtemps, et on évite de rentrer du coup dans un manger automatique qu'on essaye de mettre à distance parce que souvent c'est en lien avec l'ingestion de plus de calories. Alors que quand on prend le temps, qu'on se concentre sur ses sensations, le plaisir partagé, on mange un peu moins, on mange plus varié. On n'a pas le sentiment de culpabilité après le repas. Et il y a aussi des études super intéressantes qui montrent que quand on se focalise plus, on a envie, la prise alimentaire suivante, elle est plus éloignée. Comme si le fait de prêter attention à ce qu'on mange, et c'est quelque chose qu'on fait quand on mange ensemble, faisait qu'on s'en rappelle plus et que notre corps, en fait, est plus rassasié et rassasié plus longtemps d'un événement alimentaire partagé que d'un événement alimentaire qu'on ferait un peu de manière automatique devant son ordi ou devant la télévision pour les plus âgés. Il n'y a plus trop de télévision. Au début, dans ce que vous disiez, Lucille, tout allait bien pour moi. Okay. Tout allait bien pour moi sur ce repas, ce rituel, ce moment partagé. Mais ensuite, j'ai pensé alors, ceux qui l'ont vu, vous allez voir ce que je veux dire, et puis les autres, le titre va vous donner un indice. Et j'ai pensé au repas dans Massacre à la tronçonneuse. Et le repas de Massacre à la tronçonneuse, il est long. Mais on est quand même face à une famille dysfonctionnelle où là, ce lieu du repas partagé devient un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar. Mais c'est ce que j'évoquais aussi avec mes patients. Moi, je travaille avec des gens qui, par définition, vont pas bien. Et les endroits où les choses vont commencer à prendre racine, c'est le premier groupe. Donc moi, je reproduis un groupe en faisant un groupe thérapeutique, et donc j'ai accès aussi à ce qui se passe dans un groupe dysfonctionnel, comment on répare la manière d'être en groupe. Donc on ne mange pas ensemble, mais on est autour d'une table. Avec de quoi écrire, on partage, on raconte des histoires, et on refait des situations qui ne sont pas toujours des situations qui rappellent le bonheur. Et puis, même moi, la thérapeute, mes repas de famille, j'ai des... Mauvais souvenir. Ouais, je peux même en raconter un, le pire, je pense. Il y en a plein, mais je me souviens donc ce dimanche où ma grand-mère... faisait un repas, donc elle aimait cuisiner. Il y avait beaucoup d'amour de la cuisine, alors avec la différence quand même on savait avec mes frères qu'il ne fallait pas du tout jamais dire qu'on aimait un plat parce que sinon on le voyait plus jamais. Et ne jamais dire qu'on n'aimait pas parce qu'on le voyait régulièrement. Donc on avait compris les règles. Et donc ce jour-là, on avait des invités qui étaient venus manger à la maison. Et ma grand-mère a demandé du silence pour annoncer le plat de résistance. C'était un peu ça, oui. Et donc, elle a annoncé que le plat de résistance, c'était la poule de Ketty. Donc, c'était mon amie poule qui avait été assassinée par ma grand-mère. Et j'avais interdiction de quitter la table. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir une rebelle. J'ai quand même quitté la table. Et voilà, il y avait cette chose où tout le monde s'est mis à rire parce que c'est follement drôle et on va la regarder, on va regarder comment elle réagit. Et si elle va réussir à manger sa poule ou pas, en fait, j'ai même pas essayé. Je pense que j'étais assez jeune, j'étais dans ce processus, peut-être j'avais 7-8 ans, dans cette idée que, ok, c'est pas une famille, ce truc, et dès que je peux, je me barre, quoi. Mais voilà, un repas de famille, moi j'entends repas de famille, même quand on disait grand-mère,
On sentait bien que dans les histoires, ça racontait pas la même chose que ce que je vivais. Les grands-mères qui font des gâteaux pour les petits-enfants. Et ça. Non, On la est plus mienne, proche de Massacre à la tronçonneuse. oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc, même quand je fais ce travail avec mes patients, j'y vais avec qui je suis. Et il y a aussi cette chose où on sait qu'on est en train de réparer quelque chose, d'une manière d'être ensemble. Et que c'est pas magique de dire on partage un repas, c'est la France, c'est convivial, tout le monde est content. Et d'ailleurs, on approche de Noël, j'aimerais bien voir les mains de ceux pour qui les repas de Noël, c'est pas toujours ça. Attention, ils viennent en famille parfois. Ouais, voilà. Il y a une forêt de mains, il y a une forêt. Oui, force. Tu veux Oui, effectivement, c'est un lieu d'échange, les repas, qui peut se passer plus ou moins bien. Moi, ce que je remarque souvent, c'est quand même, c'est arrivé ce midi, mais ça arrive quasiment à tous les repas, c'est qu'à chaque fois qu'on mange en France, on a ce truc, on ne peut pas s'empêcher de parler de nourriture. Et pas forcément de celle qu'on mange, on en parle d'une autre, et c'est comme ça, ça nous fascine. Je pense que c'est parce qu'on se concentre dessus, c'est un moment où on se concentre sur ses sens, et en fait, c'est là où on échange sur nos sens, c'est assez rare en fait. Oui, Lucille. C'est en effet une spécificité française qui s'appelle d'ailleurs le paradoxe français. Alors au début, on pensait qu'en France, on mangeait beaucoup de gras, qu'on buvait beaucoup de vin rouge et qu'on était en bonne santé parce qu'il y avait un ingrédient magique dans le vin. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Ah oui, c'est les tanins du vin rouge. Alors du coup, on peut manger tout ce qu'on veut, mais on prend un petit peu de vin rouge et hop, du coup, magiquement parlant, ça nous protège des maladies cardiovasculaires, etc. Voilà. Et donc, non, mais pourquoi pas? Disons que ça peut être une part de l'explication. Mais ça serait bien. C'est une histoire. Mais c'est une histoire, voilà, c'est une histoire. Science-fiction. Alors je pense qu'en effet, du coup, la profession viticole était ravie de cette histoire. Vraiment, je pense qu'ils étaient ravis. Et il y a une autre histoire quand même qui se raconte, et c'est plus des travaux d'un psychologue aux États-Unis, Paul Rosin, qui dit qu'il y a peut-être une explication plus de l'ordre du rapport à l'alimentation, et que justement ce rapport qu'on a en France, qui est un rapport plus hédonique, fait qu'au moment du repas, on parle de ce qu'on mange, comme tu dis, ou de ce qu'on a mangé, et du coup on se focalise presque automatiquement sur nos sensations de rassasiement, mais aussi sensoriellement parlant, ce qu'on ressent. Et aux États-Unis, il y a ce courant, parce que du coup, c'est les spécialistes pour faire tout et son contraire. Eux, ils ont une vision très utilitaire de l'alimentation. Il y a plus de gens aux États-Unis qu'en France qui préféraient avoir juste une pilule et ne plus en parler. Mais à côté de ça, il y a tout un courant sur, vous en avez peut-être entendu parler, l'alimentation en pleine conscience. Donc, qui fait qu'on se demande comment on peut se refocaliser sur ce qu'on mange. Et bien finalement, ce paradoxe français, le fait que, en fait, dans notre régime alimentaire, on a quand même aussi des produits plutôt gras, plutôt sucrés. Enfin voilà, c'est quand même une alimentation un peu riche. Finalement, le fait de se focaliser sur nos sens, peut-être que on mange un peu moins, on espace un peu plus nos prises alimentaires. Et finalement, sur le long terme, ça a un effet bénéfique pour l'ensemble de la population, avec quand même des taux de mortalité dus à notre régime alimentaire qui sont particulièrement bas par rapport aux autres pays européens et aux pays anglo-saxons. J'aimerais partager une expérience de promotion de livres. Donc, depuis que Foodistan est sorti, je me dis, on ne va pas juste parler d'un livre qui parle de nourriture. Donc, j'ai organisé déjà 2 dîners Foodistan. Le concept est très simple. On arrive, on tire sa place au sort. Donc, on est sur une table qui porte un nom en lien avec ce qu'il y a dans le livre. Donc, déjà, les gens qui arrivent par 5, ils ne sont pas sûrs de manger tous ensemble tous les 5. Et sur la table, il y a des petits bouts de papier avec des amorces de conversation sur la nourriture. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose que tu aies mangée dans ta vie? Quelle est la pire chose, la chose la plus étrange? Qu'est-ce que tu n'aimais pas quand tu étais enfant, que tu aimes aujourd'hui, et inversement, etc. Donc, ça fait déjà des gens qui discutent. Et donc, moi, je surveille le niveau sonore. Quand ça commence à être suffisamment élevé, que les gens discutent, je les interromps et je fais une petite lecture. Et je lance le repas. Et on fait des coupures entre chaque partie du repas, donc de très bons repas. Et on fait des coupures lecture. Donc, en gros, je vais lire 5 extraits grand maximum pendant le repas. Et les gens vont parler, vont manger, etc. Et on m'a maintes fois félicité pour ce merveilleux concept qui est juste on parle en mangeant, quoi. En écoutant des histoires, quand même. Et en écoutant un peu des histoires, oui, c'est ça. Et avec tout un cérémonial qui va autour, tout de même. Oui. On n'est pas au McDo, il y a tout un... En effet, mais je m'étais scène. dit, on va tester ça m'a l'air hyper léger, hyper portatif. En plus, je peux moi aussi manger, faire des pauses, etc.
Et donc les 2 fois on l'a fait. D'ailleurs la deuxième fois c'est un festival en Suisse qui en a entendu parler, qui me l'a commandé pour que je fasse aussi un repas foodistan Il va falloir le à faire aux Genève. Utopiales. Donc oui, bah, moi je suis d'accord. Il va falloir le faire aux Utopiales. Mais, la Avec une manière- grande salle, une très très grande salle. mais cette manière de dire waouh, le concept, enfin, voilà, ça dit aussi Oui. quelque chose du rapport à la la nourriture. nourriture, des amateuristes de science-fiction. Il nous reste plus que 15 minutes et le temps. Ah, vous vouliez rajouter Pas quelque du tout, chose? je veux Et pas le du tout. temps est venu de donner la parole au public. Y a-t-il des questions sur cette table ronde, ce aimer mal manger dans le public? Je pense qu'un micro circule. Et je pense qu'il y a des questions. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'ai l'impression qu'en France, on a plutôt une culture entrée, plat, dessert. Mais dans certains pays, on peut mélanger beaucoup de petits plats sur la table. Qu'est-ce que vous avez exploré dans vos domaines de compétences? Est-ce que ça change quelque chose sur le bien manger? Merci. Ouais, je peux y aller. Merci beaucoup pour la question. Cette structure-là, c'est à la fois une force et une contrainte. C'est à la fois c'est une force parce que souvent quand on se force à réfléchir entrée plat dessert, on varie quand même. Parce que là tu compares à des cultures où on peut avoir plusieurs plats sur la table et du coup une variété, mais au contraire tu peux comparer à des cultures où finalement on mange juste une chose. Donc en fait c'est mieux en termes de variété que les cultures où c'est vraiment juste un sandwich, et c'est moins bien que les cultures où il y a beaucoup de plats. Donc là en ça c'est une force. Mais c'est une contrainte aussi parce que notamment, il y a vraiment une structure du repas en France, comme tu dis, qui est quand même très, très rythmée et avec une place centrale du produit carné dans l'assiette. Moi, j'ai une collègue au laboratoire, Juliana Mélindrez, qui a fait une étude où on a des cartes de différents aliments et on demande aux personnes de composer un repas. Ils commencent toujours par la protéine, et notamment la protéine animale. Et donc, c'est vraiment une manière qu'on a de réfléchir nos repas qui est basée sur cette structure-là, avec l'importance du plat principal et de la protéine dans le plat principal, qui fait qu'on a du mal à sortir de ça et à sortir de la centralité de ce plat protéique. Et du coup, on parlait au tout début du fait qu'on a une transition qui s'amorce pour rester dans les limites planétaires vers des régimes moins carnés. Ça contraint beaucoup l'imagination en fait, des gens, et du coup la possibilité de faire des repas différemment et en accordant plus de place au végétal, notamment dans leur assiette. Voilà. Katie ou Guillaume, est-ce que vous voulez répondre aussi? Gabriel. Non, Gabriel. Oui. Gabriel, je vous ai encore appelé Guillaume. Ouais, Ouais. c'est pas grave. Oui. Bah, tu changes de prénom. La prochaine fois, je serai puni. Peut-être il ressemble plus à un Guillaume. Mais non, on en parlera après parce qu'il ressemble effectivement à un Guillaume, mais ce n'est pas Guillaume. Ok. Moi, j'ai exploré, mais je ne suis pas dans la prescription. Donc, en science-fiction, on fait à peu près ce qu'on veut. Et ce que j'ai voulu faire, c'est des petites bouchées. Donc, le bouquin est construit en petites bouchées, en fait. Voilà. Gabriel. Bah, juste, moi, la question, elle me fait penser à quand on fait de l'impression 3D. En fait, on fait souvent des petits hors-d'œuvre, quoi. Enfin, ça ressemble à des petits hors-d'œuvre. Et donc, du coup, ça permet de goûter plein de choses différentes. Enfin, je trouve l'expérience du repas, quand on peut goûter énormément de choses différentes, elle est moins frustrante que d'avoir un seul plat. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous prenez une pizza, souvent, on partage la part de pizza avec l'autre pour goûter ce qui est. Oui, on échange. Ouais, voir si on a fait le bon choix ou pas. Si on n'est pas seul, du coup. Ouais. Non, mais c'est un vrai truc de. Aussi, tout le monde goûte les mêmes trucs, et puis, il y a du partage, quoi. Oh, vous pouvez rebondir, hein, on prendra une autre question après. Allez-y, Non, mais allez-y. c'est parce que ça fait penser à deux choses. Donc, ce que tu décris, c'est l'effet qu'on appelle la satiété sensorielle spécifique, qui fait que quand on mange tout le temps le même aliment, ou plusieurs fois le même aliment, voilà, on en a un peu marre et on s'arrête de manger plus vite que quand on mange des aliments différents. C'est là-dessus que sont basés la plupart des régimes, d'ailleurs, qui vous conseillent de manger que des raisins. En fait, on va moins en manger, globalement, que si on mange une diversité de choses. Mais du coup, le pendant de ça, c'est ce qu'on appelle l'effet buffet, qui fait que quand on a plus de choix, en fait, on mange plus. Donc, On mange mal. Ah oui, là, ça va on tout refait. dépend, On tout reprend à dépend zéro. de la variété de quoi, en fait. Si c'est une variété de choses qu'on veut encourager, justement, ça peut être quelque chose de positif. Mais si c'est une variété de choses, une variété d'arômes de chips, par exemple, Oui. Juste pour revenir sur un truc, on a évoqué le principe de culpabilité. Et donc, en gros, quand on mange quelque chose que nous, on trouve bon, qui peut être mal ou pas bien selon un spectre, il y a ce truc de... en fait,
récompensé, enfin notre circuit de récompense va s'activer par la palatabilité. Donc c'est le fait que l'aliment soit appétissant. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se contrôler. En fait, enfin, il ne faut pas culpabiliser. J'invite les gens à se C'est déculpabiliser. normal. Ouais, C'est un ouais, c'est processus physiologique, normal. quoi. Ça, je le garde en mémoire. C'est cadeau. Une autre question peut-être du public? Bonjour. Oh, pardon, je ne sais pas s'il y a que... Non. Merci beaucoup pour les échanges, je suis là. Voilà, merci. Petite question sur bien manger par rapport à la qualité nutritive des aliments. Comme on sait qu'on a un déclin en ce moment de la valeur nutritive dans ce qu'on mange, est-ce qu'on n'est pas amené à manger plus de choses pour combler le déclin de la valeur nutritive des aliments qu'on nous donne, du fait de la qualité des sols, etc. Merci. Ouais, C'est très une bonne très bonne question. question. Vous êtes, pardon. Non, je t'en prie. Ouais, vous êtes tueuse à la pointe, hein. Puisqu'en fait, c'est vraiment des projets de recherche sur lesquels on travaille hein, avec des collègues actuellement. Enfin, voilà. En fait, on essaye de modéliser les régimes alimentaires du futur en tenant compte hein, de la perte de la qualité nutritive, en effet, de certaines espèces végétales dues au réchauffement climatique notamment. Donc on a à la fois des scénarios d'atténuation où on essaye d'atténuer le phénomène de réchauffement climatique et des scénarios d'adaptation où on essaye de prendre ça en compte. Donc, pour moi, c'est vraiment des travaux sur lesquels la science est en cours. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre, mais c'est une super question. En tout cas, c'est vraiment une question que le monde scientifique en nutrition se pose actuellement. En écoutant la question, j'ai pensé à un sujet qu'on n'a pas spécifiquement évoqué, qui est l'orthorexie. Donc, on connaît les troubles du comportement alimentaire un peu classiques, l'anorexie, l'hyperphagie, boulimie, enfin voilà. En tout cas, on a tendance à couper en deux, alors que parfois les deux se passent en même temps et que c'est pas exclusif. Et puis il y a ce comportement qui semble valoriser encore et qui peut être très anxiogène et faire beaucoup de mal, c'est l'orthorexie, donc cette manière de regarder au milligramme près ce qu'on mange, d'être sans arrêt dans une recherche de manger sain avec des critères pas toujours des critères validés d'ailleurs, mais des critères en tout cas qui sont appliqués et qui font que la dimension plaisir, elle n'existe pas spécialement, que manger devient quelque chose de dangereux, devient quelque chose de très grave, devient quelque chose qui va devenir une obsession en fait dans le vécu des personnes. Et ça peut aussi découler de ces campagnes qu'on peut avoir sur comment il faut bien manger et donc rappeler en permanence bien manger, bien manger, bien manger. Et se retrouver dans une difficulté à faire des choix entre comment je prends du plaisir, comment ça se passe, qu'est-ce qui est bon pour moi, et un manque de contrôle aussi sur les conséquences. Qu'est-ce que ça fait le jour où je mange une frite? Est-ce que le lendemain, je meurs d'avoir mangé cette frite? Ou est-ce que c'est 3 kilos directement? Et comment ça marche? Et il y a quelque chose d'une ignorance qui va faciliter une anxiété. Parce qu'on va essayer d'avoir un contrôle sur quelque chose qu'on ne contrôlera jamais aussi simplement. Gabriel. Sur la question que je trouve très pertinente, c'est effectivement quelque chose, nous, dans les procédés alimentaires, on peut concentrer des nutriments. Enfin, on peut concentrer ou isoler, par exemple, les protéines, les lipides, enfin voilà, les différents macros. Et en fait, la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Parce que c'est pas vrai. Enfin, on vient complexifier un peu, voire beaucoup, le procédé et donc du coup l'aliment à la fin. Et nous, les tendances en recherche sur les aliments, c'est de plutôt revenir à des choses qu'on appelle clean label, donc diminuer les additifs, les ajouts de sucre, parce qu'on est déjà quand même sur une pente assez glissante, et que voilà, répondre... Ouais, pardon, et répondre... oh la vache, terrible. Et répondre aux besoins de la population. On a le temps pour une dernière question. Alors, ce n'est pas moi qui choisis la dernière question. Bonjour. Je suis là. Waouh. Je voulais savoir s'il existait des écrits scientifiques et ou science-fictionnesques
sur le lien entre l'hypersensibilité et les troubles du comportement alimentaire, ou si c'est moi qui ai des soucis avec les textures des aliments. Merci. Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je ne connais pas de lien. Enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet-là, donc je n'ai pas lu d'études à ce sujet. Il doit y en avoir, je pense. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a différents profils de personnes qui s'alimentent. Il y a des personnes qui vont s'alimenter, mais ce qu'on disait hier dans la table ronde, il y a des personnes qui vont s'alimenter purement pour la fonctionnalité de l'aliment, enfin de vivre, quoi, l'utilité de l'alimentation. Et il y a des personnes qui vont vraiment s'alimenter dans l'hédonisme, donc pour le plaisir, pour le partage, ce genre de choses. Alors moi, je peux répondre, mais plutôt en tant que psychologue. L'hypersensibilité, on n'est pas sûr de savoir de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. En revanche, dans les troubles du spectre autistique, il va y avoir des particularités sensorielles. On ne supporte pas une certaine texture de tissu, par exemple. On a une sensibilité soit supérieure ou inférieure au bruit, enfin tout ce qui concerne nos sens, ou la luminosité, etc. etc. Donc c'est des choses qu'on commence à connaître, qui sont d'ailleurs plus accentuées en moyenne, pensons-nous, parce que les études sont quand même pas simples, mais pour les femmes sur le spectre autistique. Et donc, les aliments, même chose, les textures d'aliments, parfois ça va être les couleurs d'aliments qui vont faire qu'il va y avoir une aversion, ça va être des aversions aux trous qui ne sont pas que dans le spectre autistique d'ailleurs, hein. Ce ne sont pas des symptômes qui sont uniquement sur ce trouble-là, mais on les retrouve quand même de manière quasi systématique. Une particularité sensorielle. Et là, on n'est pas en science-fiction, mais on est dans ce qui est en train de se faire sur l'autisme, où on s'est aperçu que beaucoup de travaux ont été faits par des alistes, donc des personnes pas autistes, qui avaient tendance à regarder ce qui était différent de ce qu'on appelle la norme. Et on a de plus en plus de personnes autistes qui rendent compte de ce qu'est leur vécu et de ce qu'est leur relation au monde. Et la question, en tout cas, des particularités sensorielles prend de plus en plus de place. Parce que c'est aussi des choses qui sont faciles à aménager, qui sont faciles à prendre en compte quand on a envie d'aller mieux et de vivre mieux dans un monde qui n'est pas fait pour tout le monde. Rien à rajouter, Lucille. J'ai une dernière question. Il ne reste plus que 3 minutes. On ne peut pas prendre de questions du public. 3 minutes, vous avez vu, on prend quand même le temps de répondre. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut vous aborder dans les travées des Utopiales? Est-ce que vous êtes là jusqu'à dimanche? Est-ce que les gens peuvent venir vous poser des questions s'ils vous voient? Bien sûr. Aucun problème? Il ne faut pas l'appeler Guillaume. Ouais, c'est Gabriel. Oui, Gabriel, oui. Gabriel. Je vais répéter. Non, oui, on fait un club si jamais les... Et juste, moi, je suis en dédicace juste après, mais ça ne sera pas longtemps. On a annoncé 1 heure, ça sera 45 minutes grand maximum. Et je peux discuter avec vous, bien sûr. Et vous signer vos exemplaires de Foodistan. Merci Lucille Marty, merci Gabriel Leflemme, merci Katie Stewart. Et merci Aymeric. Merci, Aymeric.